Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante. Qu'est-ce que la socialisation différentielle? Alors la socialisation différentielle est un processus d'acquisition et d'intériorisation des normes qui varie en fonction d'un certain nombre de variables telles que le milieu social, le sexe, l'âge, etc. Par exemple, la socialisation est différenciée en fonction du genre, masculin, féminin. Ce ne sont pas les mêmes normes qui seront nécessairement transmises aux garçons et aux filles, ce qui aura comme conséquence des comportements, des choix scolaires et professionnels sexuellement différenciés. La socialisation peut également se différencier en fonction du milieu social, ce qui explique pourquoi, en fonction du milieu social dans lequel on est situé, nous aurons des goûts, des préférences, des comportements, des modes de vie qui seront socialement différenciés. Alors, si nous rentrons dans le détail, une socialisation différenciée en fonction du genre. Donc il faut savoir qu'il existe des stéréotypes de genre, autrement dit des comportements assignés par la société au genre masculin et féminin. Par exemple, il y aura un certain nombre de qualificatifs au niveau des comportements des garçons. On les qualifiera davantage comme des individus agités, contestataires, égoïstes. On dira d'un garçon qu'il a du caractère. Par opposition à une fille, où on dira davantage qu'elle est calme, obéissante, etc. Les activités durant l'enfance vont également varier en fonction du genre. Les garçons vont privilégier les voitures, les jeux de construction, les jeux tournés vers l'extérieur, par opposition aux filles qui vont privilégier des jeux plus calmes et tournés vers l'intérieur, tels que la dinette, la poupée. Les activités sportives seront également sexuellement différenciées. Les garçons vont privilégier des activités collectives où il y aura des contacts physiques avec une finalité de compétition. Inversement, les filles vont davantage privilégier les activités individuelles, et quand elles vont privilégier des activités collectives, généralement il n'y aura pas de contact physique. Par exemple, elles feront du volley avec une séparation par le biais du filet. Ces différences, en termes de genre, vont avoir comme conséquence des parcours scolaires qui seront sexuellement différenciés. Les activités durant l'enfance, telles que les jeux de construction, par exemple, vont permettre de développer certaines qualités qui vont faciliter la poursuite dans des filières scientifiques ou éventuellement dans l'apprentissage. Quant aux filles, elles vont développer des qualités qui vont davantage les inciter à se diriger vers des filières littéraires, du médico-social et éventuellement économiques. Il faut bien prendre en considération le fait qu'il y a également une pression collective qui va pousser les individus en fonction de leur genre à se diriger vers certaines filières et à s'interdire d'aller vers d'autres. On a une pression familiale, mais on a également une pression scolaire. Des études ont montré que les enseignants ne notaient pas de la même manière, n'avaient pas les mêmes exigences en termes de notation s'ils avaient en face d'eux une copie d'une fille ou d'une copie d'un garçon. Et ces différences de parcours scolaires vont bien évidemment avoir un impact au niveau des parcours professionnels, puisque les garçons seront surreprésentés dans les métiers d'ingénieur, d'ouvrier, de plombier. Inversement, les filles seront surreprésentées dans les métiers d'enseignant, de secrétaire, de service à la personne et autres. Il faut bien avoir présent à l'esprit que ce sont avant tout des stéréotypes de genre qui découlent d'un processus, la socialisation en l'occurrence, mais bien évidemment cela n'empêche en rien d'avoir des comportements, des activités, des parcours tant scolaires que professionnels qui ne correspondent pas nécessairement aux stéréotypes de genre. Le problème, c'est que justement ces stéréotypes sont source d'inégalités. Au niveau des salaires, puisque les femmes sont moindrement rémunérées que les hommes, au niveau de la position hiérarchique dans l'entreprise, puisque les femmes occupent davantage des postes d'exécution, elles se voient imposer un plafond de verre qu'elles ont du mal à traverser pour se hisser tout en haut de la pyramide, des inégalités au niveau politique, avec une sous-représentation également. Donc on voit que ces stéréotypes de genre ont malheureusement des conséquences négatives. Alors si l'on étudie la socialisation différenciée en fonction du milieu social, il faut savoir que les goûts sont fortement corrélés
au milieu social dans lequel on évolue. Par exemple, les milieux aisés vont privilégier ce que l'on appelle la culture savante. Ils iront plus souvent au théâtre, au musée, par opposition aux milieux populaires, qui vont privilégier la culture de masse. Ils regarderont plus volontiers la télé, iront plus facilement au cinéma. Ce tableau, d'ailleurs, nous montre la fréquence des pratiques culturelles en fonction de la catégorie sociale, et on voit bien effectivement le fait que les cadres et professions intellectuelles supérieures lisent davantage, vont beaucoup plus souvent au musée ou à des expositions ou même au théâtre. Inversement, ouvriers et agriculteurs lisent beaucoup moins, vont moindrement au musée et au théâtre. Alors, les goûts à l'âge adulte sont bien évidemment influencés par les pratiques culturelles durant l'enfance. Les instances de socialisation vont varier en fonction du milieu social. Par exemple, si vous êtes issu de la grande bourgeoisie, eh bien, vous irez dès votre plus jeune âge dans des rallyes confitures pour les plus jeunes, et puis plus grands, vous irez dans des grandes écoles, au sein desquelles on vous transmettra des normes spécifiques à votre milieu social. Un deuxième exemple, montrant une socialisation différenciée en fonction du milieu social, les résultats scolaires sont très reliés aux milieux sociaux. Les enfants issus de milieux aisés vont par exemple faire des études plus longues et plus prestigieuses, par opposition aux enfants issus des milieux populaires qui vont faire des études moins longues et malheureusement moins prestigieuses. Ne serait-ce qu'au niveau du baccalauréat par exemple, ce document nous montre que les bacheliers issus du milieu cadre supérieur vont davantage se tourner vers un bac général qui ouvre beaucoup plus de portes que les autres bacs et qui constitue, dans un certain nombre de cas, la voie royale, par exemple, pour entrer dans des écoles ou même dans des classes prépa. Par opposition aux enfants d'ouvriers, qui vont être surreprésentés dans les autres bacs et qui vont plus facilement se diriger vers les bacs technologiques et surtout vers les bacs professionnels. Alors il faut savoir que la réussite des enfants issus des milieux aisés s'explique surtout par le fait qu'ils ont un capital culturel, au sens de Bourdieu, plus élevé que les autres catégories sociales, que les autres milieux sociaux, et surtout qu'ils ont une culture de classe qui est proche de la culture transmise à l'école. Autrement dit, l'école a des attentes. L'école suppose que les élèves maîtrisent un certain nombre de choses, que ce soit de la culture générale, que ce soit des aptitudes au niveau du langage, des façons de raisonner. Et en fait, les attentes qu'a l'école correspondent exactement aux qualités qu'ont les individus qui sont issus des milieux favorisés. Ce qui fait que pour eux, réussir à l'école est beaucoup plus facile que les individus issus de milieux plus défavorisés, qui doivent fournir ce que l'on appelle en sociologie un effort d'acculturation. En plus de cette analyse, telle qu'a pu la faire Bourdieu, il faut savoir que les individus mettent en place également des stratégies individuelles qui vont faire que, en fonction de leur origine sociale, en fait, les décisions ne seront pas les mêmes. Par exemple, un élève ayant des notes très moyennes en classe de 3e et qui sera issu d'un milieu populaire ira plus facilement dans une filière professionnelle, conformément à ce que désire la famille, alors qu'un élève qui aura sensiblement les mêmes moyennes, mais qui sera issu d'un milieu plus aisé, n'hésitera pas à aller en filière générale, quitte à avoir des difficultés, car sa famille sait que ces filières constituent les voies royales pour pouvoir continuer ensuite dans l'enseignement supérieur. En fait, au niveau de l'influence des milieux sociaux, on a globalement deux visions qui s'opposent. D'un côté celle de Bourdieu, de l'autre celle de Lahire. La vision de Bourdieu est une vision très déterministe, qui met en avant la reproduction sociale. Autrement dit, en fonction du milieu dans lequel on est, il y aura des conséquences quasi définitives sur notre comportement, nos modes de vie, notre avenir. Par exemple, un fils d'ouvrier a une très forte probabilité, statistiquement c'est d'ailleurs environ 1 sur 2, de terminer lui-même ouvrier. Bourdieu a développé ainsi la notion d'habitus. Un habitus de classe, c'est ainsi un ensemble de comportements qui vont caractériser, de façons de faire, de penser, d'agir, des représentations qui vont caractériser les individus issus d'un milieu social donné.
Alors, plus techniquement, on appelle cela un ensemble de dispositions durables et transposables d'une structure structurée prompte à fonctionner comme structure structurante. Bon, plus simplement, ça veut simplement dire qu'en fait, en fonction du milieu social dans lequel évolue un individu, on va lui transmettre certaines normes, que ces normes et ces comportements vont le marquer à vie et vont servir de cadre qui vont orienter toutes ses décisions, ses comportements futurs. D'un autre côté, on a une vision à la Lahire qui est plus nuancée, qui est plus centrée sur les expériences des individus. Par exemple, Lahire développe la notion d'homme pluriel. Autrement dit, Lahire met en avant le fait qu'il y a plusieurs univers socialisateurs ainsi que des expériences multiples qui vont conduire les individus à ne pas s'enfermer d'un point de vue normatif, comportemental, dans un univers donné. Un individu, au fil du temps, va faire des rencontres, va rencontrer d'autres personnes, il va traverser différents milieux sociaux qui feront que, eh bien en fait, il se verra face à des individus qui auront des normes, des comportements différents, et cela va influencer sa propre façon de penser, d'agir, ses propres représentations du monde, ses propres comportements. C'est pourquoi, dans certains cas, Lahire observe que on peut avoir des dissonances culturelles. Exemple, un individu issu d'un milieu aisé, intellectuel, qui va regarder à la télévision des programmes de télé-réalité.